commença lorsque les grands sièges du CA furent forgés. Les premiers furent donnés à l'administration, immortelle, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 10 aux seigneurs enseignants, grands mineurs et sculpteurs de l'éducation. Et 9 sièges furent donnés à la race des étudiants, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car, au travers de ce CA, fut transmis la force et la volonté de gouverner Sciences Po Lyon. Un CA pour les gouverner tous. Bonjour. Alors, j'ai commencé par vous présenter la liste alternative. Ça fait, après cette élection, on entamera notre 3e mandat. Donc on a une liste qui est quand même déjà bien établie dans l'IEP. On regroupe des étudiants qui sont motivés et engagés dans la vie associative et sportive de l'IEP. En ça, on peut dire qu'ils connaissent les tenants et les aboutissants de la vie à l'IEP. Et surtout, on adopte une ligne qui est non partisane. Alors, non partisane, on sait que chacun a ses opinions, on reconnaît la diversité des opinions au sein des étudiants et de nos membres. Et l'on pense que cela nous permettra de représenter de la meilleure manière possible l'ensemble des étudiants. Si jamais un problème politique vient à se poser, nous sommes parfaitement capables de le résoudre par la discussion et surtout d'établir un consensus, et de ce consensus en sortira des décisions qui ne seront jamais dogmatiques. Concernant la vision de l'IEP cas alternative, donc on a une vision d'un IEP qui est un lieu d'enseignement certes, mais avant tout un lieu de vie où on espère que chaque étudiant puisse pleinement s'épanouir sur le plan professionnel et personnel, et ce en menant un travail tout à fait transparent, un travail main dans la main entre chaque étudiant et l'administration. Et lorsque l'administration n'est pas réceptive aux attentes des étudiants, c'est alors que l'alternative monte au créneau, défend les intérêts et attentes et perspectives de chaque étudiant. Voilà ce qui est alternative. Merci. Merci. Thomas, donc pour le CRAS, donc de 5e année, master PPGC, puis je laisse Marie aussi. Marie, première année. Voilà, quelques mots pour présenter le CRAS, ce collectif politique qui est né à l'IEP il y a un peu plus de 6 ans. Un collectif politique qu'il faut toujours représenter, et car parfois les idées sont un peu confuses quant à la nature réelle de ce collectif. Je vais le faire en 3 mots. Tout d'abord, c'est un collectif éthique qui rassemble des personnes, des étudiants, des étudiantes qui ont en commun d'avoir des valeurs plutôt ancrées à gauche, alors de diverses tendances de gauche, et c'est aussi ce qui fait la force de ce collectif. D'avoir des gens, des jeunes communistes, en passant par des gens qui sont très proches des jeunes écolos, des gens qui sont proches ou qui sont parfois obligés, etc., ou des gens qui ne sont pas dans un parti politique mais qui se reconnaissent dans ces valeurs. J'entendais juste avant un collectif, une association qui prend des positions qui ne sont pas dogmatiques, mais nous non plus, et c'est en cela qu'on définit aussi l'éthique. On n'impose pas une réponse quand on prend des positions, on pose des questions, et ces questions en commun d'interroger les rapports de domination, alors les rapports de genre. C'est pour ça que bien souvent vous avez peut-être vu les actions qui mettent au cœur, enfin en tout cas le collectif partie prenante des luttes féministes, des luttes contre l'homophobie, qui interrogent les rapports de domination entre classes sociales, parce que je pense qu'on a en commun aussi d'avoir à l'esprit que classe sociale, ce n'est pas un gros mot, ce sont des outils sociologiques qui permettent d'analyser la société, ce qui nous amène à prendre des positions en faveur de la justice sociale, et puis casser aussi le clivage racial, ce qui amène aussi, et ce qui emmené des personnes de ce collectif à être partie prenante des luttes antifascistes. Ça, c'est pour l'aspect éthique du collectif. Le CRAS, c'est aussi un collectif local, puisqu'il est implanté à Lyon, il a été créé à l'IEP. Il a des liens forts avec le tissu associatif lyonnais, associatif et militant. Il est reconnu par plusieurs structures. Donc en cela, il est capable de mobiliser et d'informer à l'intérieur et à l'extérieur de l'IEP. Et collectif actif, donc, qui notamment mène des actions en dehors, mais qui siège aussi depuis 6 ans au conseil d'administration pour défendre une vision, pour être parfois en opposition. C'est le cas, j'espère qu'on en reparlera dans ce débat, sur des projets qui concernent directement les réformes de l'enseignement supérieur, des projets IDEX, etc. Je ne vais pas les expliciter tout de suite.
mais qui sait aussi être force de proposition, qui notamment a porté l'idée d'échelonner les frais d'inscription face à ce que proposait la direction, qui était une augmentation linéaire et qu'on refusait. Donc on sait à la fois manier l'opposition, mais aussi la proposition, je crois que c'est sa force. Alors un mot, parce qu'on nous a demandé de dire comment on considérait le conseil d'administration. Participer au conseil d'administration en France, c'est pas nouveau, on a ce droit étudiant depuis 1945, qui s'est construit, qui a évolué, mais qui est un droit qui n'est pas acquis. Si vous vous intéressez justement au projet IDEX, vous verrez que dans les futures grosses universités fédérales qu'on nous prépare pour demain, les étudiants seront relégués des conseils d'administration, comme les enseignants d'ailleurs, pour retourner dans des instances qu'on appellera Sénat étudiant. Cette vision, elle ne nous convient pas. Et donc aujourd'hui, avoir cette possibilité de d'avoir 9 sièges sur 30 au conseil d'administration, c'est quelque chose d'énorme. Et alors bien sûr, du coup, juste pour terminer, notre vision du conseil d'administration, c'est un lieu d'échange, de dialogue, mais un endroit politique où il y a des rapports de force, où on défend les visions de la société, de l'enseignement supérieur. Et voilà en quelques mots ce qu'on pouvait dire en présentation. Merci, bonsoir à tous, c'est important de venir pour suivre les débats et pour se concentrer sur les idées pour les élections du CA qui auront lieu le 6 décembre. Donc je suis Alexandre, étudiant en 5e année pour la liste UNEF, et je laisse mon camarade. Bonjour à tous, je suis Jean-Antoine Zagato, étudiant en 2e année, et je représente le premier collège pour la liste. Pour la liste UNEF, donc l'UNEF, vous le savez peut-être déjà, c'est un syndicat étudiant, mais aussi ça nous semble important de redéfinir ce qu'est l'UNEF. C'est un syndicat qui n'est affilié à aucun groupe ou parti politique, donc ça nous permet d'être totalement indépendants dans nos choix et les décisions que l'on prend en tant qu'étudiant. Juste pour rappeler assez rapidement, le rôle d'un élu étudiant au CA, c'est défini par des textes réglementaires. Donc il y a 6 missions, c'est voter le budget, déterminer la composition des programmes de recherche et d'enseignement, l'organisation générale des enseignements, établir le règlement intérieur, et aussi, ce qui est très peu abordé, c'est gérer les biens immobiliers et les actions de justice de notre établissement. Donc cette action des élus, la raison pour laquelle on souhaite siéger au CA, c'est de dire qu'on doit prendre position sur des thèmes, et donc le CA soit nécessairement un lieu politique, où on défendra une vision. Donc c'est pour cette raison qu'à l'UNEF, on se regroupe autour d'idées partagées, autour d'une vision cohérente de l'IEP, mais aussi ce que doit être l'enseignement supérieur, c'est-à-dire la lutte pour les droits étudiants, la démocratisation de l'enseignement supérieur, la lutte aussi contre la précarité étudiante, mais aussi des luttes universalistes, comme la lutte contre tout type de discrimination, donc qu'elle soit sexiste, qu'elle soit raciale, qu'elle soit basée sur le handicap. Et c'est des combats auxquels on participe également au niveau de la ville de Lyon, mais aussi au niveau national. Enfin, on pense qu'être élu, c'est surtout une méthode. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être élu et que l'information aille que dans un sens. C'est-à-dire qu'on donne des informations aux étudiants sur ce qui se passe au CA. Je pense qu'il faut les impliquer dans le processus de décision, se contenter de faire au maximum. Par exemple, quand une réforme des frais d'inscription a été proposée par l'administration et qui a été très discutée à ce moment-là, nous avons proposé l'organisation d'un référendum étudiant l'an dernier sur cette question. Donc on pense que c'est important d'impliquer les étudiants sur ce qu'on fait au CA, surtout quand cela les concerne directement. Je laisse Jean-Antoine présenter ce qu'est le CA pour l'UNEF. Finalement, en quoi la ligne que nous défendons globalement, elle est compatible avec les enjeux locaux du CA? Tout simplement, le CA c'est un lieu de décision et d'enjeux politiques. Il est nécessaire d'avoir une vision cohérente de long terme. Ce n'est pas un simple lieu de gestion. Donc, par exemple, les enjeux décidés par le vote du budget vont bien au-delà de simples questions techniques de chiffres qui n'intéressent que quelques experts comptables. C'est une décision politique qui engage l'IEP sur plusieurs années. De là, le CA, c'est une institution où se décide une organisation collective, une organisation qui touche tous les étudiants et qui va avoir, qu'on le veuille ou non, un impact sur leur vie et leurs études. Et donc pourquoi cette vision de long terme est nécessaire au CA? D'une part parce que les choix qu'on fait au CA, ils positionnent l'établissement vis-à-vis des enjeux politiques globaux du monde de l'enseignement supérieur. Donc sans cette vision, on ne peut pas les comprendre. Donc quels enjeux parlons-nous? Récemment, nous avons voté contre l'adhésion de l'IEP au projet d'IDEX, mais il y a aussi les questions relatives aux presses, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Le CA positionne aussi l'IEP face aux enjeux sociaux en général, comme on le voit dans les questions de démocratisation liées au concours ou aux frais d'inscription. Donc dans cette vision globale qui est la nôtre, quel doit être le rôle des représentants étudiants, me direz-vous? Eh bien pour nous, le rôle du représentant étudiant élu au CA, c'est de faire le lien entre les étudiants et l'administration. Comme nous l'avons fait l'an dernier en rapportant au Bureau de relations internationales les doléances entre guillemets, des étudiants
sur la sélection pour le départ en mobilité en troisième année. Ainsi, le rôle du représentant étudiant s'est équilibré pour nous la relation entre les étudiants et l'administration pour créer un rapport de force favorable aux étudiants. Comment faire? D'une part, pour nous, nous devons être une force de proposition qui porte des projets qui défendent les intérêts des étudiants. D'autre part, nous devons porter un regard critique envers les projets de l'administration. Je finis la phrase? Nous engageons à voter systématiquement en faveur de l'administration. En une phrase, voter UNEF, c'est voter pour des élus actifs qui refusent d'accepter avec fatalisme le recul des droits. C'est plus une phrase, donc on va peut-être se tenir aux 5 minutes. Je suis désolé. Voilà. Bon, donc. Voilà. Donc, pour rappeler un petit peu le CA, c'est 30 personnes, dont 10 élus enseignants et 9 élus étudiants. Donc 5, dans les 9 élus étudiants, il y en a 5 pour le premier collège, donc première année, deuxième année, troisième année, et 4 pour le deuxième collège, quatrième année et cinquième année. Donc dans le mandat précédent, la liste alternative avait 4 élus étudiants, la liste de CRAS en avait 3 et la liste UNEF en avait 2. Est-ce que ce serait possible de nous détailler un petit peu le bilan que vous avez dans ce dernier mandat et les précédents si vous en avez pour ceux qui en ont? Le CRAS. Donc le bilan au niveau de la vie étudiante, à la suite de la semaine Vivre autrement, donc la semaine thématique qui a eu lieu en février, il me semble, le CRAS avait demandé l'ouverture d'un cours, un cours spécialisé intitulé « Démarche de concertation », donc qui a été mise en place. Deuxième point, l'année dernière, il y avait une conférence qui avait été organisée à l'IEP qui s'intitulait « Israël, un état d'apartheid » avec un point d'interrogation. Et la conférence a été annulée au dernier moment. Et donc, à la suite de cela, le CRAS a voulu travailler sur la liberté d'expression au sein de l'IEP et la transparence dans la sélection des conférences. Au niveau de la disponibilité des salles également, et l'expression et les affichages. Sur un bilan un petit peu plus institutionnel, alors bilan, et j'ai envie de commencer peut-être aussi parce que du coup j'étais le seul élu l'année dernière présent à cette table, par dire que le bilan il se matérialise aussi, il ne se fait pas ce soir, il se fait tout au long de l'année en fait. Il se fait après chaque conseil d'administration, et du coup pour les 3 personnes du CRAS qui étaient élues l'année dernière, on est quand même déjà plutôt satisfait d'avoir tenu la base, hein, c'est-à-dire les conditions de base, c'est-à-dire publier un compte-rendu du conseil d'administration après chaque conseil d'administration. Et pas un compte-rendu de quelques lignes, un compte-rendu d'une dizaine de pages, où on explique ce qui a été voté, et on explique comment on s'est positionné. Ça permet d'éviter tout malentendu, et c'est vraiment la première étape. Ensuite, il y a eu des votes importants l'année dernière, alors Alexandre en a parlé. Tout d'abord, les frais d'inscription, et je vais prendre un petit peu de temps pour en parler. C'était un projet qui avait été lancé il y a 3 ans. Alors pourquoi l'échelonnement et pourquoi la hausse des frais d'inscription, va me dire UNEF. Je vais mélanger les deux, parce que les 2 enjeux étaient liés. Pourquoi l'échelonnement et cette hausse des frais d'inscription? Car effectivement, l'UEP gagne aujourd'hui, j'utilise cette expression, plus d'argent qu'avant, avec les recettes qui viennent des étudiants et de leurs familles. Il y avait un constat simple, au conseil d'administration depuis quelques années, les droits avaient augmenté, et l'administration ne cachait pas sa volonté de les augmenter de manière linéaire. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? On avait un tarif pour les années 1, 2, 3, un tarif à 647 € pour les M1 et M2. Et bien l'idée c'était d'arriver à un tarif commun, mais bien supérieur en fait, 800 € minimum. Alors, pour certains, peut-être que cette hausse-là aurait été préférable, mais réfléchissez simplement, et c'est la question qu'on s'est posée, ce que ça impliquait pour les personnes qui ne sont pas boursiers, qui ne sont pas exonérées, d'avoir cette augmentation linéaire. Ça veut dire qu'en fait, en pourcentage de revenus, pour les parents, enfin en tout cas du foyer fiscal de référence, en pourcentage de quotient familial, la hausse aurait été la plus forte pour les personnes qui ne sont pas qui n'ont pas le statut de boursier, qui ne sont pas exonérées, mais qui payent quand même des droits d'inscription. Et vous avez peut-être vu, si vous êtes venu à la table du CRAS pendant cette semaine, ce graphique.
il manque quelque chose de très simple, c'est que les personnes qui aujourd'hui sont dans les tranches T2, T3 et en partie T4, en fait, les droits d'inscription qu'elles payaient montaient à plus de 5% du quotient familial, et puis après, la courbe descendait, puisque plus les revenus sont élevés, plus le pourcentage est faible à l'arrivée. Alors face à ça, ce que nous on a choisi, ce que les élus CRAS précédents, là je parle même pas en mon nom, ce qui a été commencé avant nous, c'était de partir sur un système d'échelonnement, c'est-à-dire créer des tranches. Le système il est imparfait, on le sait, et on s'est engagé et on l'a voté, on le savait déjà et c'est là-dessus qu'on s'est engagé. Alors très rapidement du coup, cette réforme a été votée, en même temps je pense que sur ce projet on va tous revenir assez longtemps, donc c'est l'occasion de commencer. Cette réforme a été votée, mais on a conditionné les élus étudiants du CRAS, notre vote sur 3 points. Tout d'abord, une augmentation du fonds social, ce qui a été permis et ce qui est aujourd'hui permis, on était en commission finance il y a 3 semaines, avec l'ensemble des listes. Et bien le fonds social de l'IEP, c'est-à-dire qui ne dépend pas du CRIS, a été augmenté de 10 000 €, et il y a d'autres points sur lesquels on reviendra tout à l'heure. C'est bon là? Toujours trop fort? Est-ce que c'est mieux? C'est mieux? Bon alors effectivement, hein, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Thomas, donc il y a une réforme des frais d'inscription qui a été votée l'an dernier et qui effectivement est très imparfaite parce que bon, sous couvert de justice sociale, l'administration a pu se servir directement dans les poches des étudiants pour réaliser, pour dégager 330 000 € alors qu'elle avait prévu que 230 000 €, et ça directement dans les poches des étudiants, et c'est ce qui nous a effectivement dérangé l'an dernier. Maintenant, je pense que le plus important, c'est que maintenant cette réforme a été mise en place, c'est de travailler ensemble sur cette question, même si tu en as dressé comme ça, pour la rendre moins injuste et moins douloureuse. Donc, pour parler de notre bilan, donc vous avez parlé de la lutte contre la précarité étudiante qui était un de nos leitmotivs. Donc effectivement, notre premier résultat, c'est l'augmentation de ce fonds social étudiant de 10 000 €, donc qui a été obtenu suite à des rencontres très répétées avec M. Paulet et Mme Lenouan, où on a présenté les chiffres de la commission déléguée au fonds social de Lille, parce qu'on a un réseau, effectivement il y a d'autres élus UNEF dans d'autres IEP, donc on a pu leur présenter ces chiffres et leur montrer qu'effectivement ça existait dans d'autres Sciences Po et qu'il fallait le perpétrer à Sciences Po Lyon. Et aussi on a fait une proposition écrite lors du CA de mars 2012 sur la question de ce fonds social. Donc on se félicite de cette augmentation de 10 000 € qui sert aux étudiants les plus précaires qui peuvent en faire la demande auprès de l'IEP. Un deuxième point, c'est un projet qu'on a soutenu, c'est l'ensemble des listes, c'est le fait qu'on puisse faire un stage en première année et avoir une convention grâce à l'IEP. Un autre truc qui relève de l'organisationnel, c'est quelque chose que nous avions mis dans notre programme l'an dernier, c'est l'organisation par les profs d'anglais avant le TOEFL de 2 sessions ou 3 sessions portant sur la préparation au TOEFL pour réduire les injustices sociales entre étudiants qui pourraient payer des livres de préparation ou des préparations privées au TOEFL et ceux qui ne pourraient pas. Pour nous, c'est un impératif de justice sociale qui a été très important. Ensuite, et enfin, c'est l'inscription au règlement intérieur de 2 choses différentes qui ont été obtenues aussi suite à des propositions écrites de la part de l'UNEF. C'est d'abord une inscription qui sera actée en décembre dans le registre du droit des étudiants. On a un règlement intérieur qui ne comportait jusqu'alors que des devoirs et qui maintenant, donc, suite à cette proposition écrite, va comporter des droits, à savoir le droit de réunion, le droit d'affichage et aussi la liberté d'expression. Sur cette question, effectivement, ça fait écho avec la conférence sur la Palestine, ça relève... Ça a précédé. Voilà, oui, c'est exactement ça, oui. C'est ça qui a éveillé justement la démarche de faire le droit et de l'inscrire dans le règlement intérieur. Et aussi, c'est l'institutionnalisation de la commission pédagogique. Là aussi, c'est quelque chose qui a été entrepris par les autres listes et qui a vu le jour avec une proposition écrite de la part de l'UNEF également. C'est-à-dire que la commission
pédagogique pour laquelle vous élisez des super délégués qui après élisent des sortes de super délégués, entre guillemets, qui siègent à la commission des études. Cette commission des études soit une commission paritaire où on est le même nombre d'étudiants et d'enseignants, et qu'elle soit un organe qui soit rapproché du CA et qui soit écouté par le CA, dont on prenne en compte justement les doléances, entre guillemets, des étudiants. Donc ça, c'est des inscriptions aussi au règlement intérieur qui relèvent spécifiquement du CA, qui constituent notre bilan et qui sont importantes à nos yeux. Alors très rapidement, avant de passer à notre bilan, j'ai juste un point d'incohérence à relever concernant le bilan de l'UNEF. Donc si ma mémoire est bonne, vous venez tout juste de dire que vous avez obtenu, sous-entendu de manière unilatérale, l'augmentation du Fonds social étudiant, ou FSE. Or, si ma mémoire me sert, cette augmentation était liée à la réforme des frais d'inscription, qui avait été demandée par Gilles Paulet. C'était une demande commune de chacune des listes étudiantes représentées au CA. Or, uniquement le CRAS et Alternative soutenaient la réforme des frais d'inscription et vous étiez opposés. Donc vous étiez opposés, et pardonnez-moi de te poser cette question rhétorique, vous étiez donc opposés à la réforme des frais d'inscription et donc à l'augmentation du FSE, donc vous ne pouvez pas vous féliciter de cette augmentation. Voilà, passons. Concernant maintenant le bilan, tout comme notre programme se divise en plusieurs temporalités et notamment en 4 grands axes. Donc je présenterai d'abord la mise en place des services pratiques aux étudiants ainsi que la force de proposition que nous avons eue tout au long de l'année dernière. Et mon ami Alexandre présentera les prises de position claires et le dialogue constructif que nous avons toute l'année avec l'administration. Donc concernant les services que nous avons rendus tout d'abord aux étudiants, il y a eu notamment les vendredis de la mobilité qui ont permis à de nombreux étudiants de première année et de deuxième année de s'informer et de confirmer leur choix concernant leur départ en mobilité en troisième année, qui est assez stressant. Je pense que tous les 4e années et 5e années ici présents s'en rappellent, et les 2e années qui ont dû préparer leur dossier le savent également. Nous avons également mis en place le guide de l'étudiant et le forum des stages cette année pour les premières années et pour toutes les autres années. Nous espérons renforcer ça avec un forum des masters. Concernant notre prise de position, nous avons mis en place des prises électriques. Nous sommes battus pour la mise en place des prises électriques dans Leclerc. Cette proposition a été largement critiquée par les listes durant toute la campagne en disant qu'on ne s'intéressait qu'au matériel et qu'au côté technique de la vie à l'IEP, mais à Alternative, on pense qu'avoir du matériel qui fonctionne est tout aussi important pour les étudiants qu'avoir un cadre de vie et d'enseignement à l'IEP correct. Donc nous nous sommes battus pour ça. Effectivement, nous avons obtenu la mise à jour de la liste des sujets du grand oral, ainsi qu'une grille d'évaluation pour les oraux de départ en mobilité. Nous avons suivi attentivement la réforme des frais d'inscription sur lesquels mon ami Alexandre va revenir. Et nous avons également obtenu, à l'aide du professeur responsable du département des langues à l'IEP, donc M. Henri Fortin, nous avons obtenu de sa part la mise en place d'un module de préparation pour le TOEFL. Voilà. Donc, je vais vous parler dans un premier temps des prises de position claires que Alternative a eues durant cette année. Tout d'abord, je voudrais mettre l'accent sur ce qu'on appelle le respect et l'éthique entre les étudiantes qu'on a réclamé avec le CRAS, puisque tout au long de l'année, on a remarqué que des fois, c'est le comportement que certaines personnes déviaient et ne respectaient pas cette éthique qu'on aime tous et qu'on aimerait tous voir dans les listes, dans le débat entre les listes. Ensuite, nous sommes pour la réforme des frais d'inscription. Nous avons eu le même combat que le CRAS. Nous avons soutenu et nous avons battu. Nous sommes battus à côté du CRAS, aux côtés du CRAS, pour que cette réforme qu'on considère comme nécessaire soit la plus équitable possible et qu'elle satisfasse un maximum des étudiants. Et nous sommes vigilants et nous continuons à faire en sorte qu'elle reste équitable et qu'elle continue à satisfaire tout le monde. Et finalement, nous étions pour les stages autorisés TR1, tout comme les autres listes. Nous nous sommes battus et finalement nous étions pour plus de communication et de concertation sur le déplacement du grand oral, qui était un sujet assez important pour les 3 actes qui revenaient et pour les
prochaines générations. Concernant le dialogue constructif avec l'administration, nous avons eu un rendez-vous qui a été... Il va falloir abréger rapidement. Un rendez-vous qui a été très très enrichissant avec le Bureau des relations internationales, un suivi régulier des questions pédagogiques et institutionnelles avec la direction des études, avec Madame la secrétaire générale de l'IEP, nous avons eu de grandes discussions à propos des conditions matérielles et des conditions financières à l'IEP, et finalement nous étions présents dans toutes les commissions de l'IEP, la commission financière, la commission bibliothèque, pédagogique et la commission étudiante, et nous avons fait un vrai travail de rendu sur ces commissions avec des comptes rendus après chaque commission. Merci. Donc nous nous sommes mis d'accord avant le débat pour que lors d'attaque, je vais mettre des guillemets parce que c'est pas très méchant, les listes aient un droit de réponse. Est-ce que vous voulez exercer le droit de réponse par rapport à l'éthique et par rapport au FSE? Par rapport au FSE, oui. 2 minutes. Très très rapidement. Sur la question du FSE, donc effectivement, nous n'avons pas pu voter pour cette augmentation, mais ça c'est un choix de Gilles Paulet qui a choisi de coupler les deux, c'est-à-dire frais d'inscription et augmentation du FSE. Enfin, je pense que Thomas était là ce jour du CA et peut en témoigner, mais la proposition écrite et le fait d'aller voir Madame Lenouan de façon répétée et Monsieur Gilles Paulet sont des actions qu'on a entreprises. Le fait de le mettre à l'ordre du jour de notre programme à partir de l'an dernier et aussi d'en faire la communication auprès des étudiants sont encore une fois des choses qu'on a entreprises. Et s'il a été proposé ce CA-là, c'est grâce à cette action qu'on pourrait caractériser de lobbying entre guillemets qu'elle a été proposée. Seulement, effectivement, l'administration a choisi ses modalités de vote et a demandé que le vote des réformes de frais d'inscription auxquelles nous étions opposés que le FSE soit conditionné à cette réforme à laquelle nous étions opposés. Donc, finalement, très rapidement, on va voter pour à la fin, s'il te plaît. Merci. Et du coup, je vais exercer le droit de réponse au nom du CRAS et puis je vais compléter. Effectivement, le vote était conditionné, mais il faudra m'expliquer de la part de l'UNEF, ou alors on ne calcule pas, on n'a pas appris les mathématiques de la même manière, comment vous pouvez augmenter un fonds social sans augmenter les recettes de l'IEP. Vous êtes les premiers à savoir, nous aussi, parce que depuis le temps, on s'intéresse aussi aux questions des réformes de l'enseignement supérieur, que les recettes de l'IEP ne vont pas aller à la hausse dans les années à venir. Alors il faudra juste m'expliquer sur quelle ligne budgétaire. J'ai ramené le document, le projet de budget, donc on pourra détailler ligne après ligne, la 60, la 60, etc. pour me dire sur laquelle on allait rogner pour prendre 10 000 euros, pour permettre d'avoir un fonds social qui va passer du coup de 20 000 euros à 30 000 euros. Et juste pour dire que c'était ma troisième condition tout à l'heure, c'est pas seulement une hausse. Ce qu'on a demandé, et c'est très bien, vous allez en mettre les relais dès ce soir, et on fait déjà depuis une semaine, c'est qu'il y ait une communication autour de ce fonds social. Personne, ou très peu de personnes, sont au courant de l'existence d'un fonds social qui permet à n'importe qui, à n'importe quel étudiant d'aller pendant l'année retirer un dossier, faire une demande, et de voir ensuite la demande aboutir par une aide de 500 à 2000 euros en fonction des cas. Et ça, je crois que c'est vraiment le message qu'il faut faire passer au-delà des débats qu'on a pu avoir entre listes. Bon, donc alors, tu veux répondre déjà 30 secondes. Rapidement, 30 secondes. De toute façon, on est revenu sur la proposition. Donc, effectivement, 10 000 euros dans le budget d'un IEP qui brasse 4 700 000 euros chaque année, 10 000 euros, c'est peanuts. Et ça s'explique par une chose, c'est la nécessité de certains étudiants à avoir besoin de recourir à ce fonds social. Des étudiants qui ne peuvent pas payer leur logement ou qui ne peuvent pas payer leurs frais d'inscription. Il me semble que 10 000 euros sur un budget de 4 700 000, c'est une dépense qui est louable. Deuxième chose, si on veut trouver des économies, on a des dépenses de frais de communication et on a également des dépenses en termes d'intervenants qu'on invite dans les masters sur lesquels on pourrait revenir. Et c'est très bien, c'est pas. Merci. Donc voilà, donc maintenant on va rester avec l'UNEF pour vos propositions phares, s'il te plaît. Hein, donc les propositions phares, donc alors en 5-6 minutes, votre proposition phare, ou deux propositions phares. On a parlé tout à l'heure de l'IDEX, on a parlé du FSE, les frais d'inscription, et quelque chose aussi qui est très présent dans votre programme, c'est le rôle des professeurs pour les masters, la mobilité, l'uniformisation des CDM, l'évaluation, tout ça. Donc alors vas-y, quelles sont des propositions phares? Donc sur les propositions phares, pas sur cette question en particulier, D'accord, ok. Bon alors,
première proposition, donc, elle émane d'un constat, c'est-à-dire qu'effectivement la réforme des frais d'inscription a été votée à l'IEP, donc cette réforme pour les étudiants concernés, donc elle concerne tous les étudiants hormis les boursiers qui sont 30% et qui ne payent pas de frais d'inscription parce qu'ils en sont exonérés. Donc parmi les étudiants qui ont été concernés par la réforme, on a 78% des étudiants qui payent plus que l'année dernière. Pour 25%, c'est 1 650 € de frais d'inscription, c'est-à-dire une augmentation de 300%. On a également calculé la hausse générale des frais d'inscription, c'est une hausse de 66%. Donc ça nous amène à un constat. Aujourd'hui, l'IEP, grâce aux frais d'inscription, récupère 830 000 €. Elle était supposée, donc selon, avant la mise en place de la réforme, on devait récupérer 730 000 €, donc on arrive à 100 000 € non prévus, récupérés par l'IEP. Et donc là, il va falloir, à partir de ce moment-là, donc le fait que cette réforme soit appliquée et qu'elle soit injuste et inadaptée à l'IEP, et aussi en parlant des 100 000 € qui s'ajoutent dans le budget, je pense travailler ensemble pour rendre cette réforme moins injuste et moins douloureuse. Donc on a 3 propositions, nous, à l'UNEF, qui concernent les frais d'inscription. Donc la première, c'est d'être extrêmement attentif sur le budget des dépenses de l'administration, surtout avec un budget qui a augmenté de 330 000 € d'une année sur l'autre, ce n'est pas rien. Donc en particulier sur les dépenses, je le disais à Thomas, de communication ou encore en termes d'intervenants. Notre deuxième proposition, c'est de demander dès le prochain conseil d'administration à l'administration de reverser ces 100 000 € non prévus, donc ces 100 000 € indus qui ont été captés par le budget de l'IEP, en revoyant à la baisse les différentes tranches du système de frais d'inscription. À propos des différentes tranches, nous proposons également de multiplier les tranches pour éviter les effets de seuil, en particulier la tranche maximale qui concerne 25% des étudiants non boursiers qui payent 1 650 €. Et la troisième proposition, c'est de demander, et donc là aussi je demande aux autres listes si elles sont prêtes à travailler avec nous sur ce projet, le gel et l'engagement de l'administration de geler les frais d'inscription pour 2 ans. Alors justement, par rapport aux frais d'inscription, on va laisser la parole à l'alternative. Vous proposez, conjointement avec le CRAS, une autre tranche. Donc, alors si vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que ça implique, et ce que vous pensez de la proposition de l'UNEF, de reversement, de gel, etc. Donc allez-y, on se la côte. Il y a aussi la proposition d'une autre tranche. S'il te plaît, tu te donnes un peu de... C'est très bien, mais le respect du temps fait aussi partie du débat. Alors, on s'est rendu compte en fait que dans les tranches, il y a la tranche T5 qui fait payer à peu près 1 130 €, la tranche T6, la tranche maximale qui fait payer 1 600 € à l'étudiant, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui simplement étaient dans la tranche T6, mais c'était un paiement qui était difficile pour eux. Et on s'est rendu compte donc qu'il était possible et qu'il fallait créer une tranche intermédiaire entre cette tranche T5 et cette tranche T6 pour faire en sorte d'aider les étudiants, et cette tranche serait de l'ordre de 1 300 €. Ensuite, la réforme des frais d'inscription, nous, on continue à être vigilants, et de cette manière, donc, la demande de cette création de tranche, en fait, c'est une proposition du CRAS qu'on soutient. Et surtout, nous sommes vigilants. L'augmentation du FSE, maintenant, vous voudrez bien savoir à quoi ça va servir et quelles sont les utilisations de ce fonds. Et puis, voilà, concernant la réforme des frais d'inscription. Et en ce qui concerne nos propositions phares, alors on en est où du côté de l'alternative? Donc, parmi les propositions phares, il y avait justement cet enseignement de la réforme des frais d'inscription et la tranche intermédiaire. Ensuite, au moyen terme, ce qu'on voudrait faire, c'est surtout augmenter la dotation de la CE, la commission étudiante, qui sert vraiment à financer et à animer la vie associative au sein de l'IEP. C'est une demande qui a été faite, ou qui va être faite, par Guillaume Durand, vice-président de la commission étudiante et l'alternative. On voudrait aussi que cette augmentation, elle serve à tirer une partie qu'on appellerait un label écologique. Et donc que les actions faites par les associations à l'IEP soient labellisées développement durable, et que par exemple le bureau des étudiants ou n'importe quelle autre association, MS, Métis Sciences Pot, etc., font une soirée. Ils engagent des fonds pour acheter des verres réutilisables. Déclic va faire une expo photo, elle va utiliser du papier recyclable, et pareil pour toutes les associations qui, par exemple, sortent des mensuels, des hebdomadaires
des journaux. Et ce serait une bonne manière justement de recentrer l'écologie et le développement durable au sein de l'IEP. D'accord, donc une liste développement durable, si j'ai bien compris. On va passer au CRAS maintenant, je suis désolé, un parti est dépassé. Pour un droit de réponse couplé à vos propositions phares, on vous écoute. Alors, droit de réponse sur les propositions liées à la réforme des frais d'inscription. Du coup, vous avez bien compris, il y a eu une commission finance il y a 3 semaines et la proposition que le collectif a lancée, c'est créer une nouvelle tranche entre la T5 et la T6 pour permettre à 140 personnes environ qui sont actuellement en T6 d'économiser 350 € en basculant dans une nouvelle tranche qui serait à 1300. C'est toujours intéressant d'entendre les propositions qui malheureusement n'ont pas été faites le jour où c'était le moment de les faire, c'est-à-dire en commission finance. On peut faire toutes les propositions qu'on veut devant vous. Non, c'est juste qu'à un moment donné, il faut saisir le temps de l'action, c'est-à-dire qu'il y a des commissions. Si on ne fait pas la proposition à ce moment-là, eh bien tant pis, la proposition s'évanouit et ce sont des paroles en l'air, et c'est pas dans l'intention du CRAS d'envoyer justement des paroles en l'air comme ça. Donc cette proposition, elle est concrète, elle a été validée sur le principe par Madame Lenoir et Gilles Paulet, et on espère bien qu'il y aura des élus CRAS, mais également des autres listes, on n'a aucune prétention à occuper la majorité absolue au CA, pour soutenir cette proposition. Et puis je vais laisser Marie détailler. Alors non, juste un mot parce que c'est très lié. Une proposition phare du CRAS, c'est travailler sur la formation des élus étudiants, puisque le conseil d'administration le plus important de l'année, il a lieu au mois de décembre. Il a lieu le 17, une quinzaine de jours à peu près. C'est le conseil d'administration où on vote le budget prévisionnel. Alors les budgets de lycée, peut-être que certains ont été élus en CA de lycée, où c'est déjà assez un peu incommode, impressionnant, mais alors celui de l'IEP est complètement inabordable si on n'a pas les notions nécessaires pour les comprendre. Ce qu'on demande, et c'est ce qui a été fait et ce qui va être réalisé, c'est que l'ensemble des élus, de toutes les listes, de l'UNEF aussi, d'Alternative, du CRAS, soient reçus, et ils le seront le 7 décembre par l'agent comptable, pour que ce document qui nous est présenté quelques jours avant le CA, et qu'on n'a pas le temps de travailler, on ne va pas vous raconter des conneries, clairement, enfin, après, en tout cas, ça n'engage que moi, je le dis clairement, qui est difficilement travaillable avant, eh bien, qu'il soit présenté, expliqué par l'agent comptable, et surtout qu'il réponde à cette question, comment vont être répartis les gains engrangés par la réforme. Très rapidement, parce que là, vous avez pris pas mal de temps, donc allez-y, on vous écoute. Donc, 2 autres propositions du comité, qu'il y ait des publications qui soient gratuites sur le site de l'IEP pour que des lycéens puissent préparer les concours tout seuls de leur côté, puisqu'ils n'ont pas les moyens forcément de payer une prépa privée. Donc pour la justice sociale et pour l'égalité des chances, qu'il y ait des publications qui soient accessibles à tous. Et enfin, le CRAS propose de saisir la commission des études qui sera créée au prochain C1 normalement si c'est voté. Pour travailler sur... Donc les 3 listes ont travaillé pour la création de cette commission. Et donc le CRAS aimerait saisir cette commission pour travailler sur la modélisation des notes de CDM et sur le système de notation en général. Donc un petit droit de réponse pour l'UNEF, je crois, c'est ça? Nos propositions qu'on a faites l'an dernier lors de la campagne CA ne sont pas restées lettres mortes et celle-ci non plus. Donc effectivement, si je le dis devant vous, c'est que cela nous engage et donc il n'est pas question de la remettre en cause parce qu'elle a été dite ce soir. Merci Thomas. Peut-être un petit point par rapport à la politique nationale, notamment en ce qui concerne les IDEX, les pôles d'excellence universitaire. On va commencer par Alternative. Alors les IDEX et puis la politique générale, vous avez un micro, je peux lui passer. La politique générale de l'éducation supérieure. D'accord, juste très rapidement en réaction de ce qui vient d'être dit. Nous aussi à Alternative, on est une équipe qui s'engage et s'efforce de toujours informer les étudiants, et ce notamment au niveau de la FSE, donc à travers le guide de l'étudiant et à travers le programme dont tu as parlé, Marie, c'est bien ça, au niveau de l'égalité des chances. Donc voilà, on communique là-dessus, on espère augmenter la communication autour de ce programme-là. Concernant donc l'IDEX, l'initiative qui a été lancée en fait à travers le grand emprunt, sous le gouvernement précédent, donc permettait en fait, parmi les 35 milliards d'euros dégagés, d'en réserver 7 milliards uniquement pour la recherche et l'enseignement.
Donc IDEX, qui signifie Initiative d'Excellence, permettait à différents presses, donc pôles de recherche et d'enseignement supérieur à travers toute la France, de postuler et d'être ensuite labellisé IDEX. Effectivement, si on peut être opposé idéologiquement, et certains membres d'Alternative l'étaient, à ce projet qui pouvait augmenter la compétition entre les différents pôles de recherche et d'enseignement, la raison pour laquelle, lors du CA extraordinaire qui a eu lieu, donc, si ma mémoire est bonne, en décembre, 21 novembre, pardon, à la demande de Gilles Paulet, Alternative a voté pour parce que cela permettait en fait de combattre le système de l'intérieur. En effet, l'idée était tout simplement de se dire que le projet visant à écarter en fait les filières non rentables et à privilégier les filières dites rentables comme les filières scientifiques notamment, et du coup de mettre de côté les filières type SHS comme la nôtre, nous voulions permettre aux pôles de recherche et d'enseignement de conserver un statut proéminent au niveau de la recherche et de l'enseignement. C'est pourquoi nous avons voté pour. De plus, nous n'étions pas les seuls en fait dans cette position, puisque la majorité des professeurs et enseignants-chercheurs directement concernés par cette réforme, par ce programme, pardon, ont également voté pour. Et il y a seulement eu 5 votes contre le projet IDEX. Et pour finir, il y a eu une position commune du CRAS et de l'UNEF qui a été faite en dernière minute, juste avant le vote exceptionnel. Nous n'y sommes pas associés tout simplement parce que la liste n'a pas eu le temps en fait, de se concerter et d'étudier le document pour le modifier ou pas. Donc c'est pour ça que nous avons accepté le projet IDEX. Voilà. Alors quelques mots sur ces réformes de l'enseignement supérieur. Et puis pour clarifier les CA, alors dans l'ordre, un CA extraordinaire au mois de novembre, l'UNEF n'était pas encore représenté. Et donc les élus CRAS et 2 professeurs ont été seuls à voter contre le vote de principe qui a permis aux presses de Lyon, qui regroupe 19 établissements d'enseignement supérieur, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Saint-Étienne, Jean Monnet, etc., de déposer son projet, le projet Imagine, devant le jury international qui sélectionnait les meilleurs pôles d'enseignement supérieur français. Pas de bol, Lyon a perdu une fois, Lyon a perdu 2 fois, et finalement au rattrapage, on ne sait pas trop pourquoi, Lyon a été repêché avec un autre presse, le presse ESAM, qui comporte notamment EHESS Paris. Sur ces réformes, on est très clair, on ne les cautionne pas pour quelques principes simples. Tout d'abord, principe de ces réformes IDEX, elles mettent inutilement en compétition les grands pôles de recherche et d'enseignement supérieur français. Suite aux appels à projets, seuls ont été sélectionnés Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, 2 presses à Paris, et puis finalement Lyon et l'autre parisien. Derrière, ça veut dire qu'on a une dizaine de pôles de recherche et d'enseignement supérieur qui ont été laissés de côté, à qui on a dit, eh bien les milliards qu'on voulait immobiliser pour que vous puissiez investir dans l'innovation et la recherche, vous ne les aurez pas. Cette vision-là, c'est pas la nôtre, clairement. Ensuite, mise en concurrence non seulement des territoires, mais en plus des filières. C'est-à-dire qu'entre les établissements, on crée la concurrence entre laboratoires, et bien sûr, on privilégie certains laboratoires, comme par hasard, pour Lyon, ils concernent la recherche appliquée, notamment en ce qui concerne les médicaments, les biotechnologies, etc. Et bizarrement, certains établissements, alors notamment Lyon 2, mais même Lyon 3, finalement, n'est pas vraiment invité dans ce pôle, dans ce club de l'excellence, eh bien on les laisse de côté. Cette vision-là, là encore, ce n'est pas la nôtre. La recherche et l'enseignement supérieur, c'est de la concurrence un peu, mais c'est surtout des solidarités, et donc clairement, on est opposé à ces réformes, et on était du coup déçus effectivement que l'Alternative vote pour, puisque c'est sur ce vote de principe que le processus a pu être continué. Si à un moment donné on arrive à atteindre dans un CA une majorité un blocage, le projet capote et clairement on aurait envoyé un signal fort au gouvernement actuel de l'époque. C'est fini. L'UNEF va présenter sa vision de l'IDEX et vous aurez un droit de réponse ensuite. D'accord. Donc effectivement, l'UNEF se positionne également contre l'IDEX et ce projet de pôle compétitif. Et elle le fait savoir un petit peu tous les jours en rencontrant la ministre, Madame Fioraso, pour parler effectivement d'un plan de rééquilibrage plutôt que cet investissement qui est injuste et qui s'adresse seulement aux universités qui n'en ont pas le besoin. Elle développe aussi des campagnes nationales sur la question.
Donc on est très investi au niveau national parce qu'on pense que c'est au niveau national qu'on peut faire changer les choses sur ce type de réforme, et évidemment en étant représenté dans des CA comme celui de l'IEP. Ensuite, quelque chose sur, donc vu qu'on parle de la vision de l'enseignement supérieur, ce qui nous tient à cœur, nous, à l'UNEF, c'est la démocratisation. Donc nous avons la chance, vous et moi, d'appartenir à ce qu'on appelle, ce que certains appellent une grande école, qui est Sciences Po Lyon, et certains vont juste donner plus de mal pour arriver dans cette école, ou certains ne pourront pas l'intégrer. Tout ça pour la raison qu'il y a des barrières sociales à l'entrée de telles grandes écoles, et celles sur lesquelles on peut agir en siégeant au CA et en gérant la politique administrative de l'IEP, c'est les frais de concours. C'est-à-dire, et je parle en particulier à ceux d'entre vous qui sont 2e et 4e année directe, quand on veut maximiser sa chance d'entrer en IEP en faisant un concours d'accès direct, on doit aller à l'IEP de Rennes, à l'IEP de Lille, à l'IEP de Strasbourg et payer à chaque fois des frais de déplacement, des frais de logement, mais aussi des frais de concours. Nous, ce qu'on propose et ce qu'on a obtenu de discuter en mars, au CA de mars à l'IEP, et de mettre à l'ordre du jour, c'est de mettre en place des tarifs boursiers pour les concours d'entrée en 4e et en 2e année. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est un travail auquel ça donne les élus UNEF de tous les IEP de province, et en particulier des 6 IEP de province qui gèrent le concours commun. C'est le fait de faire un concours commun en 2e année. Donc là aussi, on voit l'avantage d'un organe national qui est reconnu comme un tel interlocuteur par les directeurs d'IEP pour justement faire avancer des idées, et cette idée de démocratisation qui nous tient à cœur. D'autre part, et dernière chose, au niveau des IEP du concours commun, il y a énormément, et je dis bien énormément, de décisions qui se prennent à huis clos entre les 6 directeurs d'IEP. On demande également, et on a signé une charte des élus UNEF allant dans ce sens, l'organisation d'une instance représentative des étudiants élus dans les CA des différents IEP du concours commun pour justement se battre sur des sujets comme le tarif des concours, mais aussi les frais d'inscription, parce qu'on sait que c'est très lié à ce qui se passe dans d'autres IEP, ce qui nous arrive aujourd'hui à Sciences Po Lyon. Merci. Le point de réponse de l'alternative, si c'est toujours d'actualité. Donc très rapidement, concernant l'IDEX, même si on peut être effectivement en désaccord avec son principe, le principe de l'IDEX au niveau idéologique, Alternative a voté pour, toujours en restant vigilant, et notamment on a pris connaissance des dernières assises nationales qui ont lieu à la fin du mois de novembre, donc à l'initiative du gouvernement afin de produire un rapport. Et dans ce rapport, il est précisé que l'IDEX ne sera plus appliqué dans une réflexion de compétition entre les établissements, et va justement permettre une meilleure coopération entre les différents établissements, c'est ce qui est sorti là récemment. Très rapidement, concernant également les frais boursiers et les tarifs des différents concours, votre proposition est caduque dans le sens où le concours de 2e année va devenir un concours commun à la demande des IEP, tout comme dès 2014, tout comme le concours de 4e année. Et concernant votre logique nationale, j'ai regardé les différents IEP, vous avez 1 à 2, voire pas du tout de représentants dans les différents IEP, alors que des listes proches d'Alternative, comme la liste Déclic et Alternative à Grenoble et Déclic donc à Lille, nous ont soutenus pour cette élection, et sont pour le coup des listes majoritaires également dans différents IEP, ce qui nous permet, au-delà de notre envie de défendre les intérêts de l'IEP, d'avoir une certaine portée nationale maintenant. Voilà. Quelques mots donc, pour compléter ce qui vient d'être dit. Effectivement, l'avenir de l'IEP il se joue dans ce qui est en train de se redessiner au niveau du paysage universitaire. Et clairement, je ne sais pas qui est vraiment au courant aujourd'hui de ce qui va se dessiner. Je pense que même la direction de l'IEP n'est pas complètement certaine. Par contre, on peut avoir des indices. On les a des fois en cherchant sur Internet. Si vous connaissez peut-être l'Institut national de la propriété industrielle, qui protège les marques et les brevets, eh bien vous apprendrez, c'est le numéro de dépôt numéro 12 3 917 948, qu'a été déposé
le 30 avril 2012, un nom de domaine, une marque, Sciences Po France. Qui l'a déposé? Gilles Paulet, mais aussi le directeur de l'IEP d'Aix-en-Provence, de Lille, de Rennes, de Toulouse et de Strasbourg. Autrement dit, c'est un indice, mais il va dans quel sens? Dans l'idée que l'ensemble des IEP sont en train de se rapprocher de plus en plus. Il y a le concours commun, et clairement, ils n'ont pas attendu l'UNEF pour penser au concours commun deuxième année, ça c'est assez clair, et ils n'attendront pas non plus l'UNEF pour penser à un moment donné des frais d'inscription communs sur ces démarches, et du coup, c'est aussi important de penser autre liste dans les IEP. Voilà, Marie peut vous en dire un peu plus en fait. Oui, donc puisqu'on parlait de l'IEP de Lille, la liste solidaire et autogestionnaire, qui est également un collectif de gauche, a eu 2 sièges. À Aix également, le CRAS a eu des liens il y a 2 ans avec le comité militant, donc à Aix et Solidea à Rennes, à propos des frais d'inscription, parce qu'à Rennes c'était déjà organisé de cette façon-là. Donc tout l'intérêt de continuer ce travail, de construire un réseau de collectifs, d'associations, pourquoi pas s'associer avec l'UNEF, parce que je pense que le jour où les 6 IEP nous présenteront une réforme commune des frais d'inscription, là, il y aura vraiment besoin de mobilisation, car, j'en suis le premier désolé, mais à Lyon, on reste quand même parmi les tarifs les plus bas aujourd'hui. Juste un point de repère, à Lille, pour les gens qui sont en T6 à Lyon, ils paieraient à revenus égaux 3 000 € d'inscription. Voilà. Oui, non, très petit. Bon, d'abord, c'était pour la liste alternative, très petit droit de réponse, le concours commun. Donc, si tu avais écouté jusqu'au bout, effectivement, j'en ai parlé, et j'ai parlé du fait qu'il serait mis en place en 2014. Donc, je sais que la proposition sera caduque à partir de l'année 2014, mais pas à partir de l'année prochaine. Et je pense qu'elle est nécessaire pour les étudiants boursiers qui passeront le concours de deuxième année. De même, effectivement, je vois que les 2 autres listes aussi commencent à se constituer un réseau inter-IEP. Donc voilà, on attend effectivement de voir ce que vous pouvez faire avec eux et les travaux que vous avez entrepris. Donc nous, c'est des gens qu'on connaît et qu'on voit assez régulièrement. Et effectivement, les travaux en ce sens sont sur la bonne voie, effectivement. Donc juste avant qu'on passe aux questions du public, moi j'avais juste une petite question vraiment de fond sur les programmes. Parce que alors le CRAS, vous nous parlez très clairement, vous nous dites alors vous prenez des idées de gauche à l'IEP, donc coloration politique très marquée. L'UNEF, vous critiquez l'apolitisme, alors que Alternative se réclame très clairement non partisan. Donc par rapport à ça, est-ce que vous pensez vraiment que la politisation d'un élu étudiant au CA est importante? Vous en pensez quoi, très clairement? Est-ce qu'un étudiant a envie d'avoir un représentant politisé pour mener à bien des projets de réforme de l'enseignement supérieur, et quid de l'avenir des projets, des réformes en cours par le nouveau gouvernement? Donc on va commencer par le... Merci. Donc oui, effectivement, la liste alternative se dit non partisane. Non pas que les représentants et les membres d'Alternative soient apolitiques ou non partisans, on a chacun notre coloration politique spécifique, et je pense que certains sont assez connus. Mais le fait est que, dans le souci de représenter de manière la plus complète et la plus juste possible les différents étudiants, de l'IEP qui également ont des avis politiques différents, des opinions politiques diverses, on se dit non partisane parce qu'on espère à chaque fois, à travers la discussion, de justement arriver à un consensus, un compromis qui se veut toujours être le meilleur possible afin de mieux défendre les intérêts des étudiants, afin de répondre à leurs attentes de la manière la meilleure possible et de ne jamais être pour le coup totalement dans une position de dogme, de paradigme, ou une position qui serait ancrée et partisane, politique. Donc le CRAS est clairement à gauche. C'est pas parce qu'on est à gauche que c'est pas une ligne continue, la gauche. Il y a plein de courants, il y a plein de personnes qui pensent des choses différentes. C'est pas un dogme. En ce qui concerne la politisation, oui, être un élu étudiant, c'est avoir des idées politiques. Tout à l'heure, l'UNEF citait le décret 89-902 du 18 décembre 1989. Donc l'article 22, le conseil d'administration détermine la politique
générale de l'établissement, politique générale. Je vois pas ce qui peut être plus clair. Alors du coup, juste en complément, on avait en 98 un Premier ministre qui disait sur l'enseignement supérieur qu'il devait être un lieu d'apprentissage de la démocratie pour permettre aux étudiants de s'ouvrir au monde du travail sans être soumis au marché. C'était Lionel Jospin. Alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas je crois qu'il est important, c'est de ne pas accepter cette soumission au marché. Alors comment elle se matérialise, y compris à l'IEP? On a eu en décembre 2010 l'ARS, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, née des flammes de la LRU, qui est venue évaluer l'Institut d'études politiques de Lyon. Et bizarre, on apprend que sur l'ouverture aux entreprises, vraiment, Lyon ne fait pas du bon travail, qu'au niveau international, il y a encore de gros efforts à faire, alors qu'on a un des plus gros budgets au niveau des établissements lyonnais, en termes de bourse Explora-Sud, 550 000 € que la région dépense pour nous, pour 220 personnes environ chaque année. Bref, en tout cas, les rapports de l'agence ne doivent pas guider les décisions du conseil d'administration. Et c'est pour ça qu'on défend effectivement cette idée que le CA est un lieu politique et que les étudiants, et que les enseignants, et que les personnels techniques ne doivent pas en partir. Moi d'abord, je vais te demander une précision à Thibaut. Qu'est-ce que tu entends par politiser? Parce que politiser, est-ce que tu veux dire... Bah écoute, c'est très simple. Vas-y, excuse-moi, tu termines, vas-y, je t'en prie. Est-ce que c'est des étudiants qui sont, enfin des élus, des représentants qui sont au fait et qui comprennent et ont une analyse développée sur les enjeux d'enseignement supérieur globaux, enfin les enjeux globaux, mais qui inscrivent les problématiques locales de l'IEP dans ces enjeux, ou c'est des militants? Alors, tout d'abord, c'est gentil de me poser une question, ça donne un peu l'impression de participer activement au débat, donc je vais reprendre très clairement votre programme de l'UNEF, où il y a une phrase qui explicite dans ces débats qui concernent la majorité des discussions du CA, l'apolitisme reste toujours muet. Donc alors je vais te retourner la question, qu'est-ce que ça veut dire l'apolitisme qui reste toujours muet? C'est le fait de refuser de prendre parti sur les enjeux politiques du... C'est le CA. C'est effectivement, donc l'apolitisme reste toujours muet, c'est le fait de refuser de dire qu'on a une vision politique de l'enseignement supérieur, parce qu'effectivement, quand on est élu au CA, et au CA d'un institut d'études politiques, et où on doit gérer un budget pour un institut, pour une université, on doit forcément faire des choix politiques et avoir aussi une vision cohérente et une ligne définie, sinon les gens ne savent tout simplement pas pour qui ils votent. S'il s'agit de faire un consensus après coup, une fois que la réforme nous sera tombée dessus, et une fois qu'on aura l'IDEX proposé au CA, on ne sait pas, on va discuter entre nous. Je ne pense pas que les étudiants qui votent attendent cela de la part des représentants étudiants, mais d'avoir des positions claires sur les réformes et les projets à venir pour l'éducation et l'enseignement supérieur. Juste pour préciser bien, c'était pas une prise de position, c'était juste une question pour que les étudiants soient un peu plus éclairés sur vos intentions. Donc maintenant, allez-y, Crasse. Mais malheureusement, même ceux qui se disent politisés sont parfois muets. Premier conseil d'administration, l'année dernière, 12 décembre 2011, effectivement, on avait juste avant un CA extraordinaire qui avait permis à l'IEP de cautionner le projet IDEX et de rejoindre les 18 autres établissements sur ce projet. Eh bien, les élus ULCRAS ont fait une déclaration qui s'appelait « Pourquoi, au-delà de la forme, nous sommes contre la logique des projets IDEX ». Et malheureusement, ce jour-là, eh bien, l'UNEF est restée muette. Et je le reconnais, c'est à suivant, nous avons pu faire une déclaration commune et on en était soulagés. Mais comme quoi, il ne faut pas non plus mettre en avant ces idées, il faut aussi juger sur des actes, sur des faits, des prises de parole. Je crois que c'est important. T'as quelque chose à dire ou non? Oui. Juste, je pense qu'il faut vraiment ne pas faire l'amalgame en fait entre apolitique et non partisan, dans le sens où effectivement Alternative est conscient de la politique de l'IEP et qu'il faut vraiment mener et avoir des choix politiques pour le coup. C'est juste que notre conception de la politique que doit avoir l'IEP est une politique qui ne doit pas suivre la ligne d'un parti spécifique, ne doit pas suivre certains idéaux généraux. Et oui, on discute parce que les étudiants, entre eux, quel que soit le sujet, débattent toujours. Tous les étudiants ont des idées, des opinions différentes. Il faut toujours qu'un débat soit amené, qu'il soit au niveau local ou national, pour que tout le monde puisse se concerter et pour qu'une solution adéquate et équitable pour tous soit trouvée. Voilà, c'est ce que j'avais à rajouter. Merci. D'accord, très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir un peu
développer un petit peu vos programmes, vos bilans et vos intentions. Donc on va maintenant passer aux questions du public. Donc on va commencer tout de suite. Mademoiselle Charlène Darmaillac. Bonjour, moi j'avais une question, enfin bonsoir plutôt, j'avais une question pour l'UNEF et en fait pour le représentant premier collège qui est là du coup. C'est en fait nous expliquer comment vous avez construit votre tête de liste parce que on n'a pas très bien compris comment vous alliez faire pour être présent physiquement pendant tout votre mandat au premier collège, sachant que votre titulaire est en 3e année, donc n'est pas là, que votre votre suppléant est en 2e année, donc ne sera pas là l'année prochaine, donc un peu un problème pour un suppléant, et que donc voilà, on n'a pas trop compris comment ça allait fonctionner, et du coup, on trouve ça un peu dommage que les étudiants votent pour quelqu'un qui ne les représentera pas au final, quoi. Ce que je veux dire, c'est que déjà, pourquoi on a choisi Tom, qui est en 3e année, c'est pour avoir une liste qui est représentative de toutes les promotions de l'IEP. Mais comment il va voter? Déjà, ça c'est prévu dans les textes réglementaires. C'est son suppléant qui est en 2e année qui va siéger à sa place durant l'année. Et ensuite, c'est bien écrit dans les textes réglementaires que lui, il peut reprendre une fois qu'il est revenu à l'IEP. On l'a vérifié auprès de la secrétaire. Nous, on a vérifié aussi. On attend la fin de la réponse, s'il te plaît. Vas-y. Ah, bah, il est fini, bah, c'est parfait. En fait, on a vérifié dans les textes, à partir du moment où c'est son suppléant qui prend sa place, il est obligé de démissionner, donc lui ne pourra pas revenir prendre sa place quand il va rentrer en septembre. Ça veut dire qu'en gros, la seule solution, c'est qu'il y ait le premier titulaire non élu qui prenne sa place. Donc en gros, c'est bien ce que je vous dis, on élit quelqu'un, les gens qui vont voter pour vous élisent quelqu'un qui n'est pas la personne qui sera au conseil d'administration pour voter. On en a parlé au moment de déposer les listes avec la secrétaire générale, il n'y a pas d'obligation de démission. Donc il pourra siéger de manière effective. Voilà. Donc, je pense qu'on avancera un peu plus sur ce sujet. Autre question. Bonsoir. Moi j'avais une petite question de forme. À l'IEP, il y a entre 60 et 70%, ça dépend des promos, de filles. Là, il y a 6 candidats, il y a une fille. Je sais qu'on en a déjà parlé l'année dernière, que vous avez déjà répondu, mais je repose quand même la question parce que moi ça me pose un peu un petit problème. Et du coup, j'ai regardé un peu les listes. Le CRAS, je sais que vous faites à chaque fois un effort et je sais que c'est pas très facile pour essayer d'être à peu près paritaire. Donc là, cette année, si j'ai bien compris, il y a 4 filles et 4 garçons dans les titulaires. Alternative, vous avez 5 filles et 3 garçons, donc je constate que vous respectez à peu près la parité par rapport au nombre de filles, mais du coup vous êtes 2 garçons à être présents ici, donc je me dis que c'est un peu dommage. Et à l'UNEF, vous avez 5 garçons et 2 filles, donc pourquoi vous faites... Alors peut-être que c'est les filles qui ne vont pas venir aussi, certainement, mais comment vous faites pour arriver à faire de la place aux filles, quoi? Non, il faut faire une analyse en termes de... Oui, j'ai répondu sans... Voilà. En termes de répartition. Donc effectivement, il y a 2 filles, donc il y a un garçon qui est titulaire en premier collège, ensuite c'est une fille, et donc c'est sur des sièges éligibles. Et pour ce qui est du 2e collège, on a 2 garçons qui sont titulaires parce qu'ils sont en Master 2, donc qui partiront à partir de janvier, et c'est les filles justement qui prendront le relais, qui sont suppléantes, et donc qui à ce moment-là seront au CA. Les 5e années qui sont sur une liste CA, en général, pour ceux qui partent, sont juste là pour faire de la figuration. Et ce sont les filles qui vont siéger. Donc voilà, en termes de représentation étudiante, ce seront des filles qui seront représentées. Vous avez des filles tout le temps suppléantes, même si à Excel, c'est pas tellement place pour la représentation, quoi. Elles seront représentées. J'ai juste une note pour compléter la question. Je complète la question devant. Pourquoi, si vous partez dans 3 semaines ou dans 2 mois, vous mettre en titulaire, en position éligible, et pourquoi pas laisser les 2 filles se mettre en position de titulaire, Alexandre? C'est juste une question de l'ordre dans laquelle on a rempli la liste, il n'y a rien à voir. Après, ce qui compte, c'est qui siégera et qui ne siégera pas au CA, et je pense que c'est le plus important. Alternative, vous voulez intervenir par rapport à ça? Je voulais répondre à la question concernant le fait qu'il y ait 2 garçons, ici même au débat. Le débat, c'est quelque chose, il faut être préparé, c'est un exercice difficile.
vous l'avez vu. Et tout simplement, il s'est trouvé qu'il fallait qu'il y ait des gens qui le fassent et qu'on s'est proposé et que Tani qui était là devait le faire et que finalement elle a eu des empêchements et elle n'a pas pu être là avec nous pour le préparer, simplement. Tout simplement. Concernant aussi le fait qu'il y ait deux garçons, Charlie est tête de liste du deuxième collège, mais on a fait le choix de proposer Alexandre simplement parce qu'il y a aussi un renouvellement qui doit se faire au niveau des listes et au niveau des figures au sein de la liste. Et Charlie, on la connaît bien, elle a déjà fait ce débat lorsqu'elle était en première année, et je pense qu'il est aussi temps de laisser la parole à d'autres personnes, même si ce n'est pas forcément des femmes, parce que tout le monde a le droit de parler. Donc le renouvellement c'est important, mais tant qu'à faire autant commencer dès le débat puisque c'est le début du travail, j'ai envie de dire. Autre chose, j'ai beaucoup aimé, il y a la figuration puis ensuite il y a les filles après. J'avoue que ça m'a fait un peu mal, mais bon tant pis. Il n'y avait aucun machisme là-dedans. C'est l'ordre de la rentrée. Pas du tout, aucun. Par contre, je vais juste préciser un élément, parce que effectivement, c'est pas anodin de mettre des 5e années, en tout cas des gens qui vont partir dans 3 mois, en titulaire. Pourquoi? Parce que le prochain CA, c'est le 17 décembre, et avant le conseil d'administration, il y a une commission permanente. Et malheureusement, les suppléants et les suppléantes ne peuvent pas prendre part au débat de la commission permanente. Il est donc intéressant d'avoir un titulaire, en tout cas c'est le choix qu'on a fait au CRAS, qui prendra part au débat de la commission permanente, qui préparera de manière en commun, en tout cas avec l'ensemble des gens sur la liste, le CA, et puis ensuite de passer la main tout simplement. C'est ça, en tout cas, il me semble, une vision du passage de relais, pas simplement une figuration, puis après un nouveau départ. Je voudrais juste rajouter que quand une voix féminine vous dit que le temps est fini, la réponse n'est pas forcément très aimable. Quand c'est une voix un peu plus vieille, ça passe mieux. Bon, donc alors d'une voix virile, une autre question ou pas? Machiste. On peut aller après. Bon, alors une autre question. C'est lui qui est le président. Il est grand, hein, son fils. Moi, concrètement, au niveau des propositions que vous faites pour cette année, j'ai pas compris trop les différences entre l'UNEF et le CRAS. Et donc, comme c'est les deux listes entre lesquelles j'hésite, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous oppose concrètement. Merci. Je pourrais garder le micro 1 heure. Mais ça serait pas très constructif, donc je vais pas le faire. Je crois qu'il y a tout d'abord une méthode. Ils ont insisté dessus, enfin Alexandre a insisté dessus, et je pense qu'il a raison. L'UNEF, c'est une méthode qu'on commence à bien connaître, puisque, enfin, en tout cas pour ma part, je suis en 5e année. J'ai participé à des mouvements étudiants, notamment quand j'étais en première année, en 2009. Mais aussi des moments importants pour éveiller sa conscience politique. Et j'ai malheureusement assisté à des débats à Lyon 2 sur lesquels, entre des listes. Alors, c'est pas seulement l'UNEF, hein, mais quand on arrive des fois à des aberrations complètes, eh bien, il y a un moment donné, on préfère ne pas faire le choix du syndicat national qui emploie des méthodes et des moyens démesurés pour faire passer des positions, qui vous fait choisir à un moment donné entre le vote de la ligne, hein, celui du bureau national, et puis le vote de droite, et puis le vote des trotskistes. C'est pas notre conception du débat de la démocratie. Enfin, je passerai sur ces épisodes-là, c'est la forme et c'est le premier point. Ensuite, au niveau des méthodes, par exemple, on propose la création d'une nouvelle tranche. La proposition, elle est chiffrée, ça va coûter à l'IEP 49 000 €, et malgré ça, Gilles Paulet et Madame Lenoir, qui est secrétaire générale, donnent leur soutien à cette proposition. J'ai pas compris très précisément comment vont être répartis les soi-disant 100 000 € que l'IEP a récupéré en plus, sachant que l'année dernière, l'IEP a présenté un budget en déficit de 300 000 € et qu'il a dû donc puiser dans ses fonds de réserve pour équilibrer le budget. Donc pour revenir sur ce qu'a dit Thomas, non, il ne s'agit pas d'un syndicat national stalinien où l'œil de Moscou va nous guider en opposition. À l'UNEF, c'est un syndicat ouvert où il y a des courants et où chacun peut exprimer son point de vue sans qu'il y ait de bureau national nous obligeant de suivre telle ou telle position. Après, sur la question de ce dont on parle, ce qui nous intéresse, les propositions
et les idées. Cette question des 100 000 euros, elle me vient naturellement pour moi à l'esprit, sachant que l'IEP avait escompté faire dégager une recette de 230 000 euros, et elle en dégage une de 330 000 sur le dos des étudiants, parce que c'est une réforme expérimentale, et qu'après tout, on a fait ça un coup, et on verra bien comment on va faire l'an prochain. Donc nous, on demande à ce que l'IEP reste dans le cadre de ce qui a voté au CA, c'est-à-dire que les gens ont voté pour une augmentation des fonds de 230 000 euros et pas 330 000. Donc pour nous, c'est un impératif de justice sociale que de rendre ces 100 000 euros aux étudiants, et c'est tout naturel, c'est normal. Excusez-moi, juste en réponse directe. Le problème de ces chiffres des 100 000 euros, comme du reste, c'est qu'on ne les a pas. En fait, il faudra attendre la présentation du budget prévisionnel. Et Madame Legrand a tenu à ce qu'il ne soit présenté après les élections, c'est-à-dire le 7 décembre, le rendez-vous qu'on a demandé. En fait, comme l'année dernière, le budget était en déficit, on sait que cette année, il sera à peu près équilibré, mais on ne sait pas quelle marge de manœuvre il restera. En tout cas, nous, on a axé notre programme sur une proposition, elle est claire. On verra, ensuite, comment ça se passera dans la commission finance. Rapidement, pour répondre également à ta question, non pas dans un but de te convaincre de changer ton vote, mais peut-être pour ajouter à ton indécision concernant ton vote, je tiens à dire qu'en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais la liste, le programme du moins de l'UNEF durant toute la campagne avant leur progression de foi récente, très récente, qui a été publiée donc, hier, ressemblait mot pour mot au programme qu'ils avaient déjà publié pour l'année 2011. Mot pour mot, je l'ai sous les yeux là, on pourra vous le faire passer si vous voulez, que le programme qui sont sortis en début de campagne. Concernant leur nouveau programme et leur nouvelle proposition de foi, énormément de leurs propositions ressemblent énormément à ce que Alternative propose au niveau de l'écologie et de l'éco-responsabilité de l'établissement, notamment au niveau de l'augmentation des places de parking à vélo, au niveau de la mise en place d'impression recto-verso. Et ils parlent aussi, ils ont aussi des incohérences dans le sens où ils proposent des choses qui ont déjà eu lieu et qui font déjà partie de notre bilan, notamment la mise en place d'un module de préparation de TOEFL pour l'année prochaine, qui est acté et qui a été demandé à s'il te plaît, merci. Et également la mise en place de stages courts en première année qui a déjà été accepté par l'IEP qui fait partie de notre bilan, alors que c'est dans la proposition. Voilà, j'espère que je vais peut-être être la décision dernière fois, et après on passe à notre question. Concernant les stages en première année, tu remarqueras que c'est dans la partie bilan, donc effectivement, ce serait pas terrible de dire que c'est quelque chose qu'on revendique, donc ça je t'en remercie. Et pour ce qui est de l'impression recto verso et des places de vélo, je vais te le montrer. Pour ce qui est de l'impression recto verso et des places de vélo, c'est quelque chose qu'on défendait aussi l'an dernier. Bon, effectivement, notre programme se ressent parce qu'on n'a pas encore obtenu gain de cause sur ce genre de choses, mais c'est pas des idées qu'on aurait volées à Alternative cette année. Voilà. D'accord, merci. Alors, une autre question rapidement. Bonjour, moi Théo, je suis à l'UNEF, donc je préfère le préciser avant parce que je pense que les 95% de la salle ici ont déjà choisi pour qui ils allaient voter. Alors j'ai une question pour Alternative. En fait, j'ai l'impression que vous suivez beaucoup le CRAS sur la plupart de vos propositions. Quand vous parlez des frais d'inscription, je pense que c'est le CRAS qui a fait tout le travail. Quand vous parlez de choses, et en fait j'ai l'impression que votre seule chose dans votre programme qui vous distingue, dans votre bilan plutôt, c'est le vote sur l'IDEX. Parce que, en fait, le guide de la mobilité, le vendredi de la mobilité sont des choses très sympas, c'est extraordinaire ce que vous avez fait, bravo, mais ça ne conditionne en rien votre place d'élu au CA. Donc j'aimerais savoir quelles sont un peu vos propositions, qu'est-ce que vous proposez au CA, sans suivre le CRAS, parce que c'est l'impression que vous donnez ici. Merci. Alors pour répondre à ta question, non, nous ne suivons pas le CRAS, nous nous mettons d'accord avec lui sur certaines choses, notamment la réforme des frais d'inscription. Nous avons une discussion constructive avec eux. C'est un projet qui a été mené à deux, donc nos deux listes, on s'est mis d'accord sur beaucoup de points. On a essayé de faire en sorte que la réforme soit la plus équitable possible, et je pense que Thomas me confortera dans ce point. Qu'on a travaillé main dans la main et qu'on n'a pas bêtement suivi le CRAS. Cette réforme, on l'a voulu la plus équitable possible et qu'elle a été réussie pour le coup parce que 50% des étudiants paient moins ou pareil que les années précédentes.
Et concernant nos propositions, effectivement, nous avons des services étudiants importants qui sont le guide de l'étudiant, le stage des forums, le forum de la mobilité, que nous espérons renforcer à travers d'autres services comme le forum des masters et le guide de la mobilité. Mais nous avons aussi des propositions à moyen et à long terme, qu'il s'agisse du soutien de la vie associative, de la mise en place de projets, de financement de projets type développement durable. Nous soutenons fortement la mise en place du concours commun deuxième année, ainsi que la nouvelle ambition pour le programme qualité des chances. Donc, nous avons des propositions qui ont une vision à court, moyen et long terme, qu'elles soient d'aspect technique ou d'aspect politique. Voilà. Je rajoute quelque chose sur la réforme de fin d'inscription, ce qu'on m'a demandé. Pour vous dire qu'en fait, effectivement, nous on a porté un principe qui était face à cette idée que l'administration veut augmenter de manière linéaire les droits d'inscription, et nous on n'était pas d'accord sur cette idée, et bien on a choisi l'échelonnement. Ensuite, il y a quand même une partie importante du travail, il faut le dire aussi, qui a été réalisé par un stagiaire qui est un stagiaire de l'IRA, donc c'est lui qui a fait les propositions. Et ensuite, l'UNEF a participé également en commission finance, les propositions ont été soumises. Donc en fait, les trois listes ont participé à cette réforme. La seule question, c'est pourquoi à un moment donné, l'UNEF vote contre, mais revendique derrière d'avoir obtenu l'augmentation du fonds social, etc. Et surtout vote contre pour nous dire l'année d'après, eh bien finalement c'est pas grave, on va travailler avec vous. D'accord? Donc dans ce cas-là, le vote contre était une posture de principe. Et c'est ça qui est le plus regrettable, c'est l'honnêteté intellectuelle qui a la démarche, ou qu'il n'y a pas en fait, justement. Il n'y a pas du tout de malhonnêteté intellectuelle ou d'acceptation du principe. Il s'agit juste de travailler ensemble à partir de maintenant, parce que la réforme est ce qu'elle est. Elle est totalement imparfaite et elle est injuste et inadaptée à l'IEP, mais elle est là. Donc maintenant qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, il faut faire ensemble réparer cette réforme et la rendre moins douloureuse et moins injuste, et travailler justement ensemble sur cette question qui existe et qui est là sur nos bras. Donc on n'a pas d'autre solution. On ne va pas dire qu'on s'exclut du débat, c'est évident. Merci. Donc, prochaine question. Claire. Non? Si? Non? Bonjour, j'ai une question principalement pour l'INEF en fait, parce que donc, vous critiquez beaucoup la réforme des droits d'inscription et je pense que effectivement toutes les listes sont d'accord pour dire qu'elle est imparfaite et qu'il faudrait essayer de faire en sorte que tous les étudiants puissent payer leur droit d'inscription. Maintenant, vous la critiquez beaucoup en secouant un peu l'épouvantail du fait que l'IEP refait 100 000 € de bénéfices non prévus, et donc pour vous c'est manifestement une très mauvaise chose. Mais on nous dit à côté de ça que l'IEP était en déficit l'année précédente. Vous demandez, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait des améliorations qui soient faites au niveau de l'écologie à l'IEP, au niveau des installations. Ça demande quand même un investissement et on ne peut pas non plus demander à l'IEP de fonctionner en permanence en déficit. Donc je sais que ça peut choquer certaines personnes, mais je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose que l'IEP fasse sur certains points un peu plus de bénéfices si c'est pour avoir des comptes en équilibre et faire de nouveaux investissements qui permettent aux élèves d'avoir de meilleures conditions d'études. Notamment parce que nous restons quand même un des IEP les moins chers de France. Donc moi personnellement je paye les frais d'inscription maximum, hein. C'est aussi pour ça que je me permets de dire ça. Donc je pense que c'est pas nécessairement toujours une mauvaise chose. Donc alors pour te répondre, effectivement l'IEP était en déficit l'an dernier, donc elle a tablé sur l'augmentation de 230 000 €. Elle en récupère 330 000 aujourd'hui, donc l'épouvantail qu'on secoue aujourd'hui, avant de dire bon ils ont réalisé une recette de temps, c'est de dire que les frais d'inscription ont augmenté pour la majorité des étudiants, 78% des étudiants qui sont concernés par la réforme, et de manière générale, donc en chiffrant, on a vu qu'il y avait une hausse de 66% des frais d'inscription. Donc ça, c'est quelque chose qui nous dérange. Et à mon avis, pour quiconque qui soutient un service public d'enseignement supérieur qui soit public, laïque et gratuit, comme par exemple la liste UCRAS, c'est pas normal d'augmenter les frais d'inscription et de dire s'il y a des problèmes de fonctionnement à l'IEP, si on veut améliorer la condition d'études, il va falloir puiser les sous dans les poches des étudiants. Normalement, c'est l'État qui doit donner les fonds pour l'enseignement supérieur et son service. C'est bien pour ça que c'est un service public. Sinon,
Justement, si on commence à rentrer dans cette logique-là, c'est aux étudiants de financer la qualité de leurs études. J'aurais la sensation désagréable d'être dans une école de commerce, et justement, on fait tout pour que l'IEP ne devienne pas aujourd'hui une école de commerce où on paye son diplôme. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à nos yeux. Ce n'est pas aux étudiants de financer le déficit de l'établissement. Et aussi, ça revient à dire qu'il faut être extrêmement attentif sur le budget, et ça, c'est quelque chose qu'il faut que les trois listes demandent. On ait un budget beaucoup plus lisible, qu'on sache toutes les lignes budgétaires, à quelles dépenses ça correspond, parce qu'effectivement, quand on nous donne ce document 3 jours avant le CA, rempli de lignes, de chiffres avec plein de zéros, on ne sait pas exactement pourquoi on vote. Et ça, c'est important également de le savoir, et de se dire, ah, mais si on est en déficit, c'est aussi parce qu'il y a des économies à réaliser sur ces dépenses de communication, ou sur ces dépenses d'intervenants, et c'est pas aux étudiants de financer ce genre de choses. Le CRAS voulait ajouter quelque chose, et après l'alternative. Encore sur la réforme, pour dire en 3 points. Le premier point, dans les chiffres que tu donnes, Alexandre, tu exclus toujours les personnes qui ont le statut de boursier. Parfois simplement échelon 0, mais donc qui sont exonérés de droits d'inscription. Et je pense que, non mais c'est bien de le dire, mais surtout c'est bien de dire que ces personnes peuvent, d'une année sur l'autre, ne plus avoir ce statut de boursier, et qu'il est donc important d'avoir aussi une tranche T2 à 470 € de droit simple, de droit d'inscription, qui est moins élevé qu'avant et surtout moins élevé que s'il y avait eu augmentation linéaire, et d'avoir encore d'autres tranches qui effectivement sont moins élevées que s'il y avait eu augmentation linéaire. C'est le premier point. Le deuxième, pourquoi ce décalage entre la prévision de l'UEP, plus 230 000, et ce qui semble avoir été réalisé, plus 330 000 ? Eh bien parce que le stagiaire de l'IRA disposait de feuilles d'imposition pour faire ses calculs, et qu'il lui en manquait, et qu'il pensait qu'il y aurait seulement 12% des gens en T6. On en a 24%, c'est pour ça qu'on demande que la moitié des gens qui sont en T6 descendent d'une tranche parce qu'on trouve que c'est pas normal. Et la troisième chose sur le service public, mais bien sûr, le CRAS défend le service public et surtout l'accès, l'égalité à l'accès. Et parfois l'égalité à l'accès, ça passe par l'équité. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est le Conseil d'État qui l'a reconnu. C'était le 10 mai 1971, un arrêt du Conseil d'État qui reconnaît qu'effectivement on peut modérer des droits d'inscription à un service public, s'il y a au départ des conditions matérielles différentes, autrement dit, des revenus sociaux différents. Et oui, à l'UEP, on est issu de milieux sociaux très différents. Et je suis content de voir qu'il y a des gens qui sont en T6 et qui reconnaissent que quand même cette réforme, eh bien, elle n'a pas que du mal dans le fond, et que l'équité, c'est quelque chose qui est important. Voilà. D'accord. Vous essayez de trouver des petits points qui vous opposent, mais à vrai dire, ça donne l'impression que c'est aussi un peu pour vous faire exister. Donc on en vient à un phénomène qui, je trouve, est propre à Sciences Po Lyon, qu'il y a une forme de consensus général qui explique sans doute la faible participation au vote de la part d'étudiants en sciences politiques. Alors je vais répondre parce qu'effectivement on a donné des exemples de votes qui divergeaient. Il y en a d'autres. Dernier CA juin, donc CA du mois de juin, la direction des études propose, sort de sa poche, un nouveau certificat des études politiques et internationales, super, destiné aux étudiants de l'ISH, vous chercherez, donc c'est une école de formation en ressources humaines et management, et donc ce certificat se compose de 6 CO, cours d'ouverture, qu'il faut valider pour les étudiants de l'ISH à condition d'avoir une moyenne de 8, 8 ou supérieur à 8, et le prix de ce certificat des études politiques et internationales proposé par Sciences Po Lyon à ses étudiants est de 1 200 €. Étonnamment, les élus du CRAS ont voté contre et ont expliqué pourquoi. Parce que c'était, d'une part pour l'IEP, engranger de l'argent facilement, c'est-à-dire que les CO existent déjà. On va faire venir des étudiants de l'extérieur, non pas avec l'idée de créer un partenariat, mais avec l'idée de leur faire payer des cours 6 CO à un tarif complètement exorbitant. Pour le coup, 1 200, on est déjà supérieur à la tranche T5, donc vous imaginez quand même, ça fait quand même un peu cher. Et puis on a voté contre, et on était surpris de voir que les gens politisés de l'UNEF s'abstenaient, et de voir qu'Alternative cautionnait. Ben on ne cautionne pas, alors ça ne fait pas plaisir à la direction des études, qui, vous l'avez bien compris, cherche vraiment par tous les moyens de temps en temps à gagner de l'argent. Eh bien, il y a des formes, des manières d'agir qu'on ne cautionne pas. C'était un partenariat, ça ne fait pas plaisir de dire qu'on s'oppose, mais on s'oppose, on le dit. Il y a d'autres exemples, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Tu disais le vote ?
la note du bac. Effectivement, l'année dernière, concours commun, on apprend, dernier CA de juin, que la note du bac pour le concours commun va être supprimée. Eh bien, si la suppression de cette note du bac, ce n'est pas encourager les préparations privées, il faudra me dire de quoi il s'agit. Alors, on me dit d'un côté, oui, c'est pour permettre... voilà, oui, on me dit que c'est pour entrer dans le dispositif post-bac, et en même temps, cette suppression de la note du concours commun, de la note du bac, pour nous, c'est une régression sociale. On peut parler d'égalité des chances, mais pour parler d'égalité des chances, il ne faut pas cautionner ce genre de mesures. Il est encore surpris de voir que Alternative votait pour, et l'UNEF s'était abstenu. Pour des listes qui se veulent vraiment hétéroclites et hétérogènes en termes d'âge et de sexe, c'est un petit peu limite. Merci. Ça, c'est Olivier Gilbert, ça, on termine pas une émission comme ça. Non, mais c'est moi qui tiens le débat, donc je décide comment on termine l'émission. Deuxième chose, je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent ça ici, on s'est consulté avec Claire, et Claire pense à peu près la même chose que moi. C'était juste ce que j'avais à dire, point final.